Mesdames, Messieurs, bonsoir. Peut-être la solution pour guérir du coronavirus viendra de la RDC. Les scientifiques de l'Université de Lubumbashi viennent de mettre en place un protocole combiné susceptible de remédier à la maladie. Les résultats de leurs recherches ont été présentés à la communauté universitaire. Le mois de la femme s'annonce. La RTNC va apporter une touche particulière dans la promotion des activités dédiées au mois de mars. Le directeur général Ernest Kabila Ilunga est allé présenter tous les plannings à la ministre du Genre, Famille et Enfants. Voici donc pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Le président de la République a échangé hier avec le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. Ils ont évoqué les questions en rapport avec la sécurité, d'autant plus que le président congolais va en 2021 présider l'Union africaine. C'est un reportage d'Anaclé Moulunda. L'initiative de dialogue entreprise par le président de la République dans les pays voisins commence à porter des fruits et attirer des félicitations au chef de l'État congolais. L'Afrique, à travers l'Union africaine, se trouve être les grandes bénéficiaires de la promotion de la paix entre Kigali et Kampala. Félix-Antoine Tshisekedi, on le comprend à présent, vise à rétablir son pays dans sa position première de faire taire les armes dans la région et à travers le continent et de dispenser la paix là où le besoin se fait sentir. C'est le sujet qui a préoccupé M. Ismaël Tchegui en rencontrant le chef de l'État. D'autant plus que Félix-Antoine Tshisekedi prendra la présidence tournante de l'Union africaine l'année prochaine et le monde entier entend l'accompagner dans ses pensées. D'abord, je le remercie de m'avoir fait cet honneur de me recevoir et effectivement de pouvoir un peu évoquer ces questions qui sont, comme vous le savez, la première priorité actuellement de l'Union africaine. C'est comment taire les armes pendant cette année, comment promouvoir la paix et la sécurité et le dialogue partout. J'ai eu l'occasion de le féliciter pour vraiment ces initiatives très louables dans les Grands Lacs qui ont permis de créer une dynamique de dialogue, de concertation, comme on vient de le voir à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Donc ensuite, nous avons évoqué son programme, ses idées pour à la fois aussi promouvoir le dialogue, la paix au pays, adresser tous ces défis que nous avons à l'est de la RDC, mais également promouvoir le développement du pays. Je crois que c'est des éléments essentiels. Donc à cet égard, je crois que je l'ai rassuré à nouveau du soutien total de l'Union africaine pour toutes ces initiatives, pour tous ces efforts louables, nobles, et puis ce d'autant que le président Félix Tshisekedi assumera l'année prochaine la présidence de l'Union. Il y a énormément de secteurs sur lesquels nous pouvons travailler ensemble et aussi promouvoir le partenariat avec d'autres pays, d'autres amis de la RDC. Le président de la République s'est entretenu également avec le conseiller Afrique du FMI. Il est allé présenter le rapport de sa mission en RDC. Suivez le reportage. Mission terminée pour les conseillers du département Afrique du FMI à Kinshasa. Mauricio Volafuerte est allé dire au revoir au chef de l'État et faire un briefing des défis à mettre en œuvre sur le plan économique en vue du développement de la RDC. Ils ont convenu d'insister sur l'augmentation des recettes et la discipline budgétaire. J'ai visité les pays pour examiner la situation économique et la performance de mise en œuvre du programme de référence approuvé pour notre administration le décembre dernier. Et pendant la réunion, nous avons discuté les défis pour mettre en œuvre le plan économique du gouvernement. Et les discussions étaient focalisées sur comment augmenter les recettes pour faire face aux besoins de développement et en même temps comment maintenir la discipline budgétaire en termes
de maîtriser les dépenses. Vous savez, il y a un programme de référence qui comprend le plan économique du gouvernement. Alors, toutes les discussions se déroulent dans ce contexte. Nous sommes prêts pour donner des conseils, des politiques et en même temps de donner d'assistance technique pour raffiner les politiques et identifier comment augmenter les recettes de l'État. La délégation du FMI était également à la primature. Cette mission estime que les repères structurels ont été atteints. Le Premier ministre a également reçu un groupe d'hommes d'affaires nigérians et présidé le comité des conjonctures. Un reportage de Françoise Bouelabouaki. Sur le cadre macroéconomique, le Fonds monétaire international a aussi fait le même constat que celui établi par le comité de conjoncture de tous les mardis. Au terme de sa mission d'évaluation du processus de négociation d'un accord avec la RDC, le chef du département Afrique du Fonds, Mauricio Villafuerte, l'a déclaré après échange avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. De la mission, nous avons constaté que jusqu'à présent, la situation macroéconomique reste relativement stable et tous les repères structurels à ce jour ont été atteints. Au-delà de l'impact de l'épidémie du coronavirus sur l'économie mondiale qui pourra rejaillir sur l'économie de la RDC, le gouvernement veille sur la stabilité interne. La réunion du comité de conjoncture est revenue sur les flambées des prix des biens. Les prix qui augmentent ne sont pas liés forcément à ce phénomène-là. Nous avons examiné un dossier très important que Madame la vice-première ministre du Plan a présenté sur les dérogations douanières et fiscales. Très prochainement, le gouvernement va annoncer des mesures quant à ça. Les exonérations ont négativement impacté les recettes. La question sera discutée en profondeur, a laissé entendre le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin Maillot. Le chef du gouvernement a également échangé ce mardi 25 février 2020 avec le groupe Majaj Nigeria qui réunit des entrepreneurs évoluant dans le secteur du pétrole, du gaz, de l'agriculture, des mines et des infrastructures routières. Sous la conduite de son chairman, Sun Monu, ce groupe pèse un capital combiné de 20 milliards de dollars américains. D'une attention soutenue, le chef du gouvernement a suggéré une rencontre plus technique dans les prochains jours. Enfin, la délégation du FMI est allée échanger avec le vice-premier ministre, ministre du Budget, autour de la mobilisation des recettes. Reportage de Cédric Kenina. La discipline budgétaire, une exigence dans la gestion des ressources financières. L'exécution de la loi des finances 2020 au cours de premières semaines enregistre des faiblesses en termes de mobilisation des recettes. Constat des délégués du Fonds monétaire international et pour cela, quelques recommandations ont été formulées au gouvernement de la République, qui est engagé avec cette institution financière internationale dans un pré-programme allant jusqu'à la fin du mois de mai. Les conseillers Afrique du FMI, Mauricio Villafuerte, l'a dit aux membres du gouvernement réunis autour du vice-premier ministre, ministre du Budget Jean Baudouin Maillot-Mambeke. La collection de recettes était plus faible qu'originalement prévu dans le programme de référence. Alors, des ajustements doivent être faits pour maintenir la discipline budgétaire et la stabilité macroéconomique. Le gouvernement congolais reste optimiste. Les préoccupations du Fonds monétaire international seront rencontrées et des efforts sont consentis pour mobiliser plus de recettes. Assurance du vice-premier ministre congolais du Budget. Notre effort en tant que gouvernement, c'est de relever le niveau des recettes. Et c'est parmi les recommandations qui viennent de nous être faites. La discipline budgétaire observée au dernier trimestre de 2019 avait permis à la RDC de bénéficier de 368 millions de dollars américains. Après cette troisième revue, la RDC pourra signer l'accord avec le Fonds monétaire international pour un accompagnement financier conséquent pour les années à venir. Le président du Sénat poursuit ses vacances parlementaires dans son fief du Maniema, son fief électoral, suivant en image l'étape de Kailo
avec Dada Chabat. Le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, est en vacances parlementaires au Maniema, son fief électoral. Son séjour lui permettra de s'imprégner des réalités du fonctionnement de cette province. Il sera question de connaître à fond les facteurs qui peuvent booster le développement et des épines qui peuvent constituer un frein au développement de cette province. Voilà pourquoi il a décidé de faire la ronde des différents territoires. Kailo constituait la première étape de ces périples. À son arrivée à ces territoires situés à 75 km de Kindu, le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, était accueilli par une population en liesse qui a réservé un accueil sans précédent à ces hautes démarques qui a foulé pour la dernière fois ses sols il y a 35 ans, alors qu'il était président directeur général de la société minière Somenki. C'était une façon de lui dire merci, car il considère que cette visite du président du Sénat balise la voie du développement de ces territoires. C'était aussi une opportunité pour le chef du territoire de cette contrée de soumettre quelques doléances de la population qui se résument autour de la réhabilitation de la nationale numéro 1, des routes de desserte agricole ainsi que des bâtiments administratifs, des écoles et des centres de santé. La réhabilitation de la ligne haute tension est très capitale pour l'électrification de cette contrée, actuellement une poche noire, a renchéri cet administrateur. Face à cette requête, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, a dit merci à cette population pour l'accueil. Il a rappelé que le Sénat est l'émanation des provinces, c'est pourquoi il s'est impliqué activement pour que la caisse des péréquations soit prise en compte dans le budget de l'État. Cette caisse sera l'unique source financière qui va booster le développement de cette province. Il a promis également d'être le porte-parole de cette population aux autorités du pays. De Kailo, nous passons à Goma, dans le Nord Kivu, où le gouverneur de province venait de lancer la 7e édition de la semaine fiscale, opération à valeur pédagogique pour la collecte des taxes et impôts. L'agenda du gouverneur a été marqué ce lundi 24 février par une double activité. Tôt dans la matinée, Caroline Nzanzu Kasivita a prêché par l'exemple en payant ses taxes et impôts au cours de la cérémonie du lancement de la 7e édition de la semaine fiscale. Accompagnée de membres de son gouvernement et plusieurs cadres politico-administratifs, la séance est pédagogique pour que tous les contribuables, au même titre, donnent des moyens à l'État en vue de faire sa politique pour le développement. Où va l'argent des contribuables? Des preuves palpables et visibles sont là. Au Nord Kivu, Caroline Nzanzu Kasivita a eu à le démontrer au cours d'une visite claire de plus de 5 km à pied. 4 quartiers de la commune de Goma, dans la même ville, changent d'image déjà. Il s'agit de quartiers Les Volcans, Mapendo, Mikeno et Himbi, qui a été le point de chute. Les travaux exécutés par l'entreprise Sokok, Société congolaise de construction, consistent au pavage des rues avec de pierres volcaniques, la construction des collecteurs et enfin l'asphaltage des avenues. Caroline Nzanzu Kasivita revient sur le pourquoi de sa visite. J'ai décidé aujourd'hui de visiter tous les chantiers que le gouvernement provincial est en train de financer à travers la collecte des impôts et taxes, mais aussi l'accompagnement des hommes d'affaires de la province de Nord Kivu, surtout du secteur pétrolier. Nous avons visité des collecteurs parce que nous tenons à l'assainissement de la ville. Il ne faut pas non seulement construire la chaussée, mais aussi il faut collecter les eaux usées de la ville. C'est la raison pour laquelle je me suis déplacé moi-même pour voir d'abord l'évolution des travaux des collecteurs, mais aussi de l'asphalte, mais aussi des pavages des avenues de la ville de Goma. Signalons que ces travaux exécutés par Sokok, le commissariat de la reconstruction du gouvernement provincial et l'office de la voirie de drainage sont les yeux du gouvernement provincial dans l'exécution de ce contrat, de la perception de la taxe perçue dans le secteur pétrolier par les opérateurs économiques. On compte à ce jour plus de 800 000 malades et 2705 morts du coronavirus. L'épidémie pourrait devenir une pandémie, annonce l'OMS. Le salut viendra peut-être de la RDC. Deux chercheurs, le professeur Lungu Anzwal et Balaka Ekwalanga, viennent de mettre en place un protocole combiné susceptible de remédier au coronavirus. Les résultats de leurs recherches ont été présentés à la communauté universitaire de l'Université de Lubumbashi. L'Université de Lubumbashi vient d'offrir des possibilités de remédier au coronavirus qui sévit actuellement dans le monde et particulièrement en Chine.
Il s'agit d'un protocole combiné des interférents de type alpha et bêta, avec entre autres la chloroquine et les antioxydants. La présentation du protocole a eu lieu lors de la matinée scientifique organisée mardi 18 février 2020 sur approche épidémioclinique et thérapeutique de la maladie à Covid-19. La biologiste professeure Lungu Andual Philomène a exposé sur la maladie à coronavirus et ses origines. L'immunovirologue professeur Balaka Ekolanga Michel a quant à lui expliqué les possibilités qu'offre ce protocole combiné dans le traitement des maladies virales telles que VIH, Ebola et Covid-19. Tout ce qui est produit par les interférents nous pousse, nous oriente vers la guérison, plus ou moins, au moins vers l'empêchement de la mort des individus qui sont contaminés. C'est un apport remarquable de l'UNILOU, mis au service de l'humanité. Dixit Gilbert Kishiba, recteur. À travers cette rencontre et par l'apport incontournable du professeur Lungu et du professeur Ekolanga, l'université de Lubumbashi vient de faire sa part. Elle veut participer dans le dialogue et les conversations qui concernent une question cruciale de l'humanité. Est-ce que le Bethléem peut-il être un roi? Eh bien, nous disons justement, l'UNILOU, c'est aussi Bethléem, il peut être un roi ici. Il ne s'agit pas du roi politique, mais il s'agit de la science, qui est au centre de tout progrès social. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, une commémoration qui se prolonge durant tous les mois selon les habitudes congolaises. La RTNC a déjà préparé son artillerie pour la promotion des activités durant le mois de mars. Le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, l'a présenté à la ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomea. Une couverture médiatique réussie pour célébrer la fête de la femme. Le 8 mars 2020, c'est hisser une fois de plus le combat de celle-ci au devant de la scène. La radio-télévision nationale congolaise RTNC, grâce à sa large couverture, se propose d'accompagner la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomea Atilité, en servant des relais utiles dans la diffusion des activités tout au long du mois de mars dédiées à la femme. Confirmation de son directeur général, Ernest Kabila Ilunga, à l'issue des échanges avec la patronne du genre. Il a plu à son excellence de pouvoir m'inviter pour préparer le secteur des médias. Et je lui ai dit sans embâche que la RTNC est là pour accompagner les actions du gouvernement. Et comme c'est une grande action, je suis prêt à l'accompagner pour que ça réussisse. Le genre à la RTNC se porte bien. Et je pense bien que c'est grâce à ce genre que nous sommes là où nous sommes. Le message est de demander à toutes les femmes de la RTNC de s'aligner derrière son Excellence le ministre du Genre pour que la fête du 8 mars soit leur fête. Et je suis prêt à les accompagner. Autre composante associée à la journée du 8 mars, c'est les chantres chrétiens, notamment les divas de la chanson chrétienne. Que la femme s'élève, que la femme elle-même se prenne en charge et comprenne que sans nous, la femme, notre pays n'a pas d'avenir. Sans la maman, il n'y a pas de vie. Donc c'est un nouveau départ. Que la femme congolaise puisse avoir un autre œil pour son pays et avoir d'autres messages positifs. Les Sud Kivu, espace géographique où les questions des violences basées sur le genre sont d'actualité, la délégation des femmes de cette province a soumis auprès de la ministre d'État des préoccupations sur la stratégie nationale sur les violences basées sur le genre ainsi que la loi spécifique liée aux violences sur les genres que les pays doivent adopter suivant les recommandations de la déclaration de Kampala. La communauté katangaise s'est retrouvée le lundi 24 février 2020 autour du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, dans le cadre des échanges des vœux. À cette occasion, elle lui a exprimé toute sa gratitude à la suite de la première alternance politique dans notre pays à l'issue des élections démocratiques. Il a aussi été question des échanges sur les grands défis à relever dans l'espace katangais
pour assurer un développement intégré. De même, la communauté katangaise a passé en revue la situation socio-politique et économique du moment. Après examen, elle a exprimé son soutien à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour les signaux de bonne gouvernance. La communauté katangaise l'encourage à œuvrer pleinement dans le respect de ses pouvoirs constitutionnels pour le bien-être de tous les Congolais dans le cadre d'une coalition politique apaisée. Enfin, en homme de paix, le président de la République, honoré Joseph Kabila Kabange, a exhorté la communauté katangaise à travailler de concert avec les autres communautés pour le développement harmonieux du pays. La date des obsèques a été fixée pour les morts de l'accident du dimanche 16 février dernier. Les vivants vont continuer à recevoir l'assistance du gouvernement jusqu'à la guérison à travers le ministère des Affaires humanitaires. L'accident du dimanche 16 février dernier sur l'avenue Bypass à Kinshasa a causé d'énormes ravages. 16 morts dont les obsèques sont pris en charge par le gouvernement et puis 27 blessés graves qui luttent contre la mort aux cliniques universitaires de Kinshasa. Le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mbikaï, s'est rendu au chevet de ces infortunés. Il a été conduit par le médecin directeur des cliniques universitaires, le professeur Jean-Robert Makulo. Le ministre a reçu des informations qui expriment le besoin de poursuivre en urgence des interventions chirurgicales. Le gouvernement de la République, qui s'y est engagé, a pourvu aux moyens irrélatifs. L'enveloppe a été remise pour ce faire. Donc, c'est que le gouvernement n'a pas oublié les gens qui étaient accidentés. Comme ce matin, on a résolu le problème des morts. Il fallait poursuivre, venir voir la santé ceux qui étaient blessés, mais surtout apporter aussi l'aide du gouvernement, n'est-ce pas, aux cliniques universitaires pour pouvoir opérer le reste et faire le suivi. Le professeur Jean-Robert Makulo, médecin directeur des cliniques universitaires de Kinshasa, salue le geste. Pour le moment, il y a 44 rescapés. Il y a des prises en charge urgentes qui ont été effectuées. Il y a la prise en charge qui doit se poursuivre, notamment 27 interventions chirurgicales encore programmées. Et le ministre est venu nous apporter son soutien. Les soins de ces blessés se poursuivront jusqu'à leur sortie des urgences. Ils ont reçu la promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Autre réconfort apporté aux victimes de cet accident, cette fois-ci par le député national élu de Kinshasa, Patrick Mouyaya. Kinshasa a connu les pires cauchemars un dimanche après-midi ordinaire. Près d'une semaine après, les graves accidents de circulation qui a coûté la vie à plusieurs personnes, un élan de solidarité se développe autour des victimes. Certains anonymes s'activent pour venir en aide aux personnes victimes de ces graves accidents de circulation qui s'est produit sur la route Bypass au niveau de la place Triangle. L'élu de Kinshasa, Patrick Mouyaya Kantembwe, est de ceux-là qui ont plaidé pour un suivi et un appui conséquent du gouvernement Ilunkamba. Des vivres, un don bénévole des poches de sang, l'on ne pouvait faire autrement si ce n'est que réconforter les victimes en guise de solidarité. Le message, c'est d'abord un message de compassion et de solidarité. Nous avons tous vu les images de cet accident mortel qui a eu lieu il y a quelques jours à Kinshasa. Nous avons tous suivi le message des cliniques universitaires qui s'occupent de donner des soins à ses compatriotes. Il était de mon devoir de venir donner ma contribution. Et les gestes les plus importants qu'on a posés aujourd'hui, c'est le don de sang, parce que le sang qu'on a donné, c'est pour sauver de vies. Et si aujourd'hui je peux concourir à sauver une vie, pourquoi ne les ferais-je pas? Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec beaucoup de jeunes de mon équipe pour montrer justement que nous devons avoir cet altruisme et cet élan de solidarité pour pouvoir venir en aide à d'autres compatriotes qui ont besoin de ça. Patrick Mouyaya Kantembwe a également encouragé les personnels soignants dans sa ronde des différents pavillons où sont internées ces victimes. Le collectif des gouverneurs honoraires des provinces vient d'être mis en place. Tous ces anciens responsables provinciaux de la territoriale se disent prêts à apporter leur expertise pour le progrès des provinces. Odilon Kayoum. Autour de cette table, des anciens gouverneurs de province de la République démocratique du Congo. Chacun, en ce qui les concerne, a accumulé une expérience dans la gestion de la territoriale. Bref, des provinces aux dimensions de certains pays européens. Nationalisme oblige, ces bibliothèques vivantes se disent prêtes à apporter leur expertise auprès des autorités provinciales actuelles, histoire de les accompagner
en toute humilité dans la recherche de solutions aux problèmes des administrés, ont-ils souligné. Nous profitons de cette occasion pour annoncer à l'endroit de tous les collègues, anciens collègues gouverneurs et vice-gouverneurs, que le collectif des gouverneurs honoraires de la RDC est ouvert. Tout le monde est la bienvenue ici, tout celui qui a exercé la fonction de gouverneur. Même les commissaires spécifiques. Au cours de cette rencontre, les anciens gouverneurs de province ont adopté les règlements intérieurs, textes désormais devant régir leur organisation sans but lucratif dénommé collectif des gouverneurs honoraires de province. La ministre des Affaires étrangères, Touma Nzeza, a échangé avec la délégation de l'ordre religieux des Saints de Jérusalem autour de plusieurs projets à réaliser dans un avenir proche à Kinshasa. Gina Wabiwa. La présentation de quelques projets à réaliser en République démocratique du Congo, notamment dans les secteurs éducatifs, était au centre de cette séance de travail qui a réuni la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Touma Nzeza, et la délégation de l'Ordre des Saints de Jérusalem, composée de son Excellence, les princes Don Basilio Kali, gouverneur principal de l'Ordre des Saint-Jean, son Excellence Frère Nicolas Pascal, ministre des Affaires étrangères, son Excellence Gallo Giovanni, ministre des Infrastructures, son Excellence Sumbu Ndandani Pacifique, ambassadeur de l'Ordre des Saint-Jean de Jérusalem, Ordre de Malte à Kinshasa. Après présentation des civilités, le gouverneur principal a salué la collaboration bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Ordre des Saint-Jean. Il a par la suite expliqué la vocation de l'Ordre des Saint-Jean, qui est un ordre à vocation humanitaire, d'où la présentation de ces projets. Il s'agit de la construction des écoles publiques, la construction des centres de santé avec haute technologie, la distribution de matériel didactique dans certaines écoles en vue d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. 2 usines de recyclage de bactéries usées seront installées dans le Haut-Katanga. Les responsables de ces 2 projets l'ont présenté au ministre de l'Industrie, Julien Paluku. La dernière mission du ministre de l'Industrie en Égypte ne cesse de produire des fruits. L'entreprise PGESCO va s'installer en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Annonce faite par les responsables de cette firme égyptienne au patron de l'industrie Julien Paluku au cours de cet entretien. Déjà, ce mercredi 26 février, la délégation de cette entreprise va se rendre sur les lieux pour les études de faisabilité. Sur place, cette entreprise va installer la centrale solaire et moderniser les ports Ndomba. Après Mbuji-Mayi, PGESCO compte aussi créer 2 zones économiques spéciales pilotes dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba. On a parlé aussi de la nouvelle centrale hydroélectrique de 15 jusqu'à 25 MW. Ce sont des 2 grands projets en fait. Voilà, on a parlé de l'investissement de cette zone économique. Parce que c'est plus important pour la République. Ça ouvre les portes aux nouveaux investissements. Une autre entreprise qui compte poser ses valises en RDC, c'est la société chinoise PowerShine. Les représentants de cette entreprise veulent créer un parc industriel, pilote et moderniser les ports en eau profonde de Banana. L'entreprise Mining Engineering Service n'est pas en reste. Elle est aussi attirée par l'actuel climat des affaires que présente les RDC. Cette société compte construire dans la province du Haut-Katanga 2 usines de recyclage des batteries usées dans cette partie du pays. L'Office national du tourisme a organisé un atelier sur l'audit et le contrôle des unités touristiques. C'est dans le but de canaliser les recettes pour une meilleure gestion. Marthe Mangaza. Le projet de dématérialisation du processus de gestion du secteur touristique en République démocratique du Congo entre l'ONT et ICOM SAS se porte bien et poursuit son bon nombre de chemins. La tenue ce mardi de l'atelier sur l'audit et le contrôle des unités touristiques en est une preuve. Ce 4e atelier est le dernier du lot et 7 modules ont été développés. Le but, c'est de dématérialiser tous les procès de gestion du ministère du Tourisme, partant de l'identification, l'enregistrement des opérateurs économiques, la classification des établissements d'hébergement ou restauration, le contrôle audit, et aussi on leur donne la possibilité de pouvoir télédéclarer et télépayer. Ça veut dire qu'ils déclarent et payent en ligne.
Les 5 premiers mois, on était à 540% et aujourd'hui, on est aux alentours de 1000%. Donc ça permet non seulement d'optimiser les recettes de l'État, mais aussi de fluidifier les flux d'informations, donc les procédures administratives, ce qui entraîne moins des tracasseries vis-à-vis des opérateurs, plus d'informations et de revenus pour l'État. Ça permet aussi d'amener l'équité économique et la transparence. Voilà. La numérisation du secteur touristique s'impose car le paiement en ligne est sécurisé. Le secteur est évolué en vacillant par-ci par-là, mais avec la numérisation, nous pensons que tout va rentrer dans l'ordre et que nous aurons des lendemains meilleurs pour le secteur du tourisme. Parlons à présent de la conférence du comité ministériel de la SADC. La RDC a été représentée par le vice-ministre de l'Intérieur. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, responsable de la gestion des risques de catastrophes, se sont réunis à l'archipel de Zanzibar de la République unie de Tanzanie. Objectif, renforcer la réduction des risques de catastrophes dans la région de la SADC, a souligné le président de Zanzibar, Dr Mohamed Ali, lors de son allocution peu avant l'intervention de la secrétaire exécutive de la SADC. Au cours de ces assises, le vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele-Walaka, a plaidé pour que la République démocratique du Congo, en tant que pays membre de la SADC, bénéficie aussi du soutien de cette structure pour lutter contre les catastrophes auxquelles le pays fait face. Nous avons aussi connu des problèmes. Rappelez-vous, nous connaissons des problèmes de catastrophes, des inondations, n'en parlons même pas. Pour cela, je suis très content du fait que la réunion des comités des ministres ont inséré la situation de RDC comme un des pays aussi qui connaît des problèmes de catastrophes qu'il faut soutenir. Ces ministres ont pris l'engagement de se soutenir mutuellement et d'aider les communautés vulnérables touchées par les catastrophes. Et nous allons terminer par le forum économique qui se déroule dans le Haut-Katanga. Au deuxième jour des assises de Lubumbashi sur le climat des affaires, les participants se sont retrouvés en atelier pour des discussions plus approfondies. Du débat ouvert entre les entreprises et services extérieurs, plusieurs recommandations ont été formulées. Les participants proposent, par exemple, une évaluation de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée TVA, ainsi que la réduction du délai de traitement du contentieux fiscal. Une entreprise qui est déjà créée, elle est déjà identifiée par les RCCM avec des autres documents. Il n'est pas important, c'est que les communes nous imposent encore qu'avant qu'elles ne soient opérationnelles, je soutiens la recommandation. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est encore payé. Oui. Suppression de notre ouverture. Oui, c'est ça que je suis en train de plaider. Ok. Tout ce qui est produit non consommé dans les autres pays a trouvé comme marché la République démocratique du Congo. Les produits prohibés et tout ce que vous voulez. Il faudrait que nous puissions renforcer les vaisseaux d'importation pour limiter, n'est-ce pas, la mauvaise qualité de produits qui nous sont vendus. Ils ont également suggéré la suppression de la redevance logistique terrestre et l'uniformisation de la grille tarifaire de la douane avec les pays limitrophes. Les réformes essentielles, conditions de mise en œuvre et doing business, des thèmes exploités dans le second atelier, tenus simultanément au premier. Là aussi, des problèmes identifiés et des recommandations proposées. Pourquoi on doit avoir 4 identifiants pour un seul opérateur économique? Il a et un numéro d'identification nationale, et un numéro RCCR, et un numéro impôt, et aussi une affiliation à l'INSS. Le seul opérateur économique. Il en fait quoi? Les participants proposent une digitalisation des ports maritimes congolais pour permettre au guichet unique intégral du commerce extérieur. Après le journal, vous suivrez en page magazine l'an 2 du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazan Chadari, à la tête de cette formation politique et la nécrologie. Avant de nous séparer, les commandants du service des communications et d'information des forces armées informent aux officiers, sous-officiers, caporaux, soldats et matelots des forces armées de la République démocratique du Congo le décès du lieutenant Konga Kwatimo César, décès survenu le dimanche 16 février 2020. Des suites d'une maladie, le corps est gardé à la morgue de l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo. En attendant le programme des obsèques, le deuil est observé à sa résidence Villa 366A au camp Badiadik.
Voilà ainsi donc s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir regardé et restez branchés sur la RTNC. Au revoir.